Ça, a priori, tu connais, une carte bleue. Bon, celle-ci n'est pas bleue, mais on y reviendra par la suite. A priori, tu t'en sers tous les jours pour manger, faire tes achats en ligne ou acheter tes skins à 300 balles sur LoL. Grâce à elle, tu dépenses ton argent. Et si tu as déjà fait des achats en ligne, t'as dû remarquer une chose. Selon les pays, tous les prix ne sont pas les mêmes. En fait, si tu ne vis pas dans une grotte avec toutes les pubs actuelles sur les VPN, tu le sais. Et ça, c'est dû à la différence de monnaie qu'on utilise dans chaque pays. Et la monnaie, c'est capital pour un État. À tel point qu'aujourd'hui, c'est même devenu un sujet central de la sphère politique. Alors, petite question de cours. Monnaie, blé, oseille, pécule sont des mots utilisés pour désigner la monnaie. Alors, pour oseille ou blé, c'est simple à comprendre. Ce sont des matières premières qui étaient utilisées à l'époque de l'invention des monnaies, en bref des céréales. Mais à l'époque, on a aussi utilisé le bétail comme matière première d'échange. À l'époque antique, on comptait le bétail par nombre de têtes, caput en latin, ce qui a donné aujourd'hui le capital. En bref, le nombre de têtes que vous possédez. Chez les Germains, fae désignait le bétail, ce qui a donné fees chez les Anglais pour donner les frais, les taxes. Et même chez les Indiens, le terme roupie vient de rupa, qui voulait dire le troupeau. Le terme pécule vient lui aussi des troupeaux, qui se disait pecunia chez les Romains. Tout cela est très bien pour vos repas mondains, ça vous fera un peu de culture générale. Mais le terme monnaie, ça vient d'où? Eh bien, encore une fois, des Romains. Ce nom vient du temple où étaient frappées les monnaies romaines, le temple de Junon Moneta, femme de Jupiter, dieu des dieux, mais aussi sa sœur. Oui, autre époque, autre mœurs. Passons sur la consanguinité de la mythologie romaine. Quoi qu'il en soit, elle a été la déesse qui avertit, qui a donné en latin le verbe monere, qui donna aujourd'hui la monnaie. Étymologiquement, la monnaie est donc quelque chose qui avertit, qui rappelle la valeur des choses. Dernier aparté étymologique, ce que l'on fait dans cette vidéo, c'est de la numismatique. Et ce mot vient là encore une fois des latins, qui utilisaient le mot numisma pour définir la monnaie. Et ce mot vient de nomos, ce qui rappelle la loi. Retenez bien, ce sera important par la suite. C'est bien beau. Mais jusque-là, on n'a pas la définition de la monnaie. Alors, qu'est-ce qui différencie une pièce de monnaie d'un simple bout de métal? Alors, bien évidemment, les techniciens de l'Académie française n'ont pas réussi à faire une définition concise de ce qu'est la monnaie. Je vous laisse donc aller voir en description pour trouver leur définition de la monnaie. Je vais donc prendre la définition de Karl Polanyi pour que l'on puisse comprendre mieux la suite de ce vidéogramme. La monnaie, c'est un moyen d'échange, une unité de compte, un étalon de valeur et un moyen de paiement. Mésopotamie, moins 2100 avant notre ère, royaume d'Our. Dès le début de son existence, l'homme a commencé à commercer. Et on imagine très facilement le commencement, le troc. C'est-à-dire que chacun allait échanger selon ses moyens et ses besoins. Pour résumer, l'artisan allait forger une faux pour le paysan contre assez de blé pour se nourrir. Mais cela a une limite. Certaines denrées sont périssables. Très compliqué alors d'accumuler du patrimoine. C'est donc dans ce royaume d'Our, près des mines d'or et d'argent, que l'on va commencer à créer la monnaie. On va donc se baser sur les céréales. Et on va inventer le cycle. Unité de masse de cette époque, équivalent aujourd'hui environ à 8,3 grammes. Cette monnaie va se répandre dans toute la région, grâce aux marchands assyriens qui vont relier le plateau de l'Iran à l'Anatolie. Ainsi commence le commerce international, et avec le maïroum, la confrontation dynamique des prix les uns avec les autres. En bref, ce que l'on appelle aujourd'hui le marché. On a donc bien ici une ressource que l'on utilise comme un moyen de paiement et un moyen d'échange. Mais il n'y a ici pas de notion d'étalon de valeur, car personne ne peut vérifier ni le poids ni la qualité de l'argent transmise. Et elle ne joue pas vraiment le rôle d'une unité de compte, car en réalité, le cycle était surtout utilisé par les très riches, pour les très grosses transactions. Cela fait donc du cycle une sorte de proto-monnaie. Les Assyriens, vu que c'était eux qui étaient les plus grands commerçants de la région, cherchèrent donc à apporter un plus grand contrôle sur le moyen de paiement. Les temples vont donc fondre des lingots d'une certaine pureté, et y apposer un sceau pour certifier la qualité de l'argent. Très bonne initiative de la part de nos candidats. Vous vous en doutez, tout le monde ne paye pas en lingots. Et quand il fallait subdiviser ce lingot, on perdait donc la marque du sceau. Et rebelote, personne ne pouvait certifier de la qualité ou non du métal. À cette époque cependant, le paiement par shekel est donc bien plus démocratisé qu'à l'époque du royaume d'Ur III. Et on retrouve notamment les premiers documents nous permettant de comprendre les prix de l'époque. C'est l'un des premiers textes de loi au monde qui va nous permettre de comparer, le code d'Hammurabi. Et voici ce que l'on peut apprendre. Si quelqu'un embauche un laboureur, il devra lui donner 8 gourds de grains par an, soit en fait 96 cycles.
Si quelqu'un embauche un bouvier, il devra lui donner 6 gourds de grains par an, soit en fait 72 cycles. Comprenez qu'un gourd est environ égal à 300 litres, donc 8 gourds 2400 litres, 6 gourds 1800 litres. J'ai essayé de faire les comptes financiers, mais en réalité cela n'a pas vraiment d'intérêt de comparer leurs prix avec nos prix actuels. Autre époque donc autre ressource forcément. Cependant, ce texte permet vraiment de mieux comprendre l'époque. On y apprend ainsi que les prix variaient selon le statut de la personne. Par exemple, un médecin qui soigne un notable devra être payé 5 cycles. Si c'est un homme du peuple, il ne devrait être payé que 3 cycles. Et voici des lois un petit peu plus glauques. Si l'on frappe la fille d'un notable à tel point que cela entraîne la disparition de son enfant, alors on est condamné à 10 cycles pour le fœtus. Je ne peux pas forcément dire les termes pour YouTube, mais vous aurez très bien compris de quoi on parle ici. Si c'est une femme du peuple, on est condamné à 5 cycles. Et si c'est une esclave, à 2. Bon, passons pour le glauque, mais cela permet de comprendre le système qui existait à cette époque. Bon, donc maintenant on utilise des lingots refendus, donc on n'a pas vraiment avancé. On n'a donc toujours pas de monnaie à ce stade. Alors avançons encore quelques temps. Lydie, 560 avant Jésus-Christ. Un empereur a une idée, diviser ses lingots en petits disques et y apposer des figures animales en guise de sceau, pour y certifier à la fois la qualité et le poids. Le creuséide est né. On la tient enfin, notre première monnaie. On va pouvoir payer et échanger grâce à elle. Et comme cette monnaie est contrôlée, on va pouvoir s'en servir comme étalon de valeur et comme unité de compte. Et cet homme, qui créa la révolution monétaire, deuxième plus grande avancée de l'histoire de l'humanité, presque 2500 ans après l'invention de l'écriture, cet homme, vous le connaissez toutes et tous à coup sûr. Son nom, Crésus. Et oui, l'homme qui a donné son nom à l'expression être riche comme Crésus est donc celui qui a inventé la monnaie. Cependant, l'expression ne vient pas du fait qu'il ait inventé la monnaie, mais de son immense fortune. Immense fortune qui vient d'un lieu qui a lui aussi donné une expression. Ce lieu, la rivière Pactole, et ce cours d'eau dans lequel coulaient des sables aurifères. Comprenez donc que littéralement il y coulait de l'or. C'est ce qui fera que Crésus sera l'homme le plus riche de son époque. Ok, maintenant on sait qui a inventé la monnaie. Donc deuxième question essentielle, pourquoi? J'ai évoqué au début que le rôle principal de la monnaie était de faire des échanges, etc. etc. Mais donc pourquoi chaque pays a inventé sa monnaie? Quel est le rôle de la monnaie? En fait, dès Crésus, il y a un aspect très territorial dans la monnaie. Les Grecs vont appeler ça le dokima, la souveraineté monétaire. Et vous remarquerez que le terme de souveraineté monétaire est encore d'actualité dans les débats d'aujourd'hui. Mais est-ce que cette souveraineté monétaire est la seule hypothèse dans la création de la monnaie? Eh bien, si je pose la question, vous comprenez que non. Il y a en réalité 4 théories sur le pourquoi du comment la monnaie a été créée. On sait donc que c'est un roi qui a créé la monnaie, je rappelle pour ceux qui auraient la mémoire de Doré. Mais il a bien fallu démocratiser cette monnaie. Et ceux qui en avaient le plus besoin, vous l'aurez compris, c'était les marchands. Surtout que des petites pièces avec des sceaux, c'est bien pratique à transporter. Ça se transporte facilement et on n'a plus besoin d'avoir tout un attirail pour contrôler la qualité ou le poids du métal. Beaucoup pensent que dans les premières monnaies, le rôle de l'État aurait été moindre, et que ça aurait plutôt été des compagnies de commerçants qui auraient frappé les premières monnaies. Grand problème de cette théorie, il y a eu peu d'échanges entre les diverses nations. Les premières pièces en électrum, faites d'or et d'argent, ne se trouvaient presque qu'en Asie mineure et en Grèce. En bref, elles n'ont pas voyagé, contrairement aux marchands qui, eux, ont voyagé. Théorie presque opposée à la première, elle suppose que c'est l'État qui a frappé les pièces pour pouvoir mieux gérer ses comptes, pour payer les mercenaires ou encore les projets de grande envergure. Là encore, problème. L'État lydien qui a créé la monnaie. Cet État n'était pas du tout administratif. Il employait peu de mercenaires et avait peu de projets de grande envergure. Ce ne serait donc pas cette raison qui les aurait poussés à créer la monnaie. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début. Et ce mot vient de nomos, ce qui rappelle la loi. La monnaie aurait eu pour rôle de maintenir les rapports de force entre la justice et les habitants. Cette théorie explique vraisemblablement le développement de la monnaie en Grèce, mais encore une fois pas en Lydie. Dernière théorie et la plus favorisée à l'heure actuelle. Elle se base sur des remarques sur la monnaie romaine. Pour résumer, on a remarqué que le prix indiqué sur les pièces romaines était plus élevé que la valeur du métal. Un petit peu comme aujourd'hui. Une pièce de 2 € comme celle-ci n'a pas coûté 2 € à être fabriquée. En réalité, elle n'a coûté que 17 centimes. Et cela aurait permis à l'État de créer de la valeur. Grâce à cela, il pouvait financer la création des pièces et leur distribution. Cela permettait surtout à l'État, seul garant de la monnaie, de s'enrichir sur l'achat des minerais. Pour que vous compreniez plus facilement, aujourd'hui une pièce de 2 € est donc faite avec seulement 17 centimes de métal. On peut donc faire 11,75 pièces avec seulement une pièce de 2 €. Donc l'État gagne de l'argent en faisant des pièces. Ajoutons à cela que les pièces de monnaie permettent de récolter facilement l'impôt. Et on a donc là un cocktail gagnant de pourquoi l'État lydien a voulu créer la monnaie. La valeur de la monnaie n'est donc plus définie par le métal utilisé, mais par la confiance que l'on accorde à celui qui l'émet.
Il y a un développement parallèle en Chine, sûrement influencé par l'Asie mineure, mais rien ne nous permet d'en être sûr. Là-bas, on utilisait des kauris, sortes de petits coquillages pour faire des échanges. Au fur et à mesure, on les a remplacés par des copies en pierre, en jade ou en métal. Un siècle après la monnaie lydienne, apparaît la première monnaie chinoise, faite de bronze. Et c'est en moins 350 que la dynastie Qin impose la monnaie unique en Chine, le liang, ou la sapek en français. Petite spécificité, et si vous avez déjà vu des pièces asiatiques, vous avez dû noter une différence majeure. Elles ont un trou au milieu. Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, c'est pour le transport. Enfilez un fil dans le trou et vous porterez à la ceinture toutes vos pièces. Simple, pratique, en bref chinois. Mais les trous servent aussi à autre chose. Je vous l'ai déjà dit, l'état est de nature radine. Et donc, si on fait un trou au milieu, dans le mille, on utilise moins de métal. Et donc, on économise. Et c'est en s'inspirant du modèle chinois que d'abord les japonais créent le Wado Kaishin, l'ouverture du trésor de Wa. Wa étant pour les lecteurs de One Piece la désignation poétique du Japon. Après les japonais, ce seront aux vietnamiens, puis aux coréens de lancer leur propre monnaie. Si les chinois n'ont pas lancé la monnaie, ils ont tout de même inventé un concept, la monnaie fiduciaire. Qu'est-ce que la monnaie fiduciaire ? Vous me direz. Eh bien, ce sont les monnaies que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que leur valeur ne repose plus sur la valeur du métal, mais sur la confiance que vous accordez en l'état qui les a émis. Et le cheminement est tout trouvé vers une autre invention chinoise. Si la valeur de votre monnaie ne repose plus sur la valeur du métal, mais sur la confiance que vous avez en l'état, pourquoi donc s'embêter à aller acheter du minerai? En plus, le métal c'est lourd, c'est complexe à transporter. Alors, vers l'an 1000, on se demande, pourquoi ne pas juste écrire sur un bout de papier? Et c'est fait. Les Chinois ont inventé le jiaozi, autrement dit, le billet de banque, qui va lui se répandre dans le reste du monde petit à petit. Et il va arriver en Europe par un monsieur dont vous avez peut-être entendu parler, Marco Polo. Bon, maintenant on sait comment on est passé de ça à ça. Et on sait même comment on est passé de ça à ça. Mais comment on est passé du billet à notre chère carte bleue? Eh bien, avant d'aborder le cheminement de la CB, il va falloir aborder la naissance des banques. D'abord, banque de dépôt faite par les temples où il ne s'agissait que de déposer son argent pour le garder en sécurité. Puis plus tard, pour les pèlerinages, ces banques se sont mises à permettre le retrait à l'étranger de l'argent. Puis naissent les banques commerciales. Avec elles apparaissent le prêt et les lettres de change, ancêtres du chèque et des virements bancaires. Par la suite, on va devoir garantir la valeur de cette monnaie pour faciliter les échanges à travers les pays. On va donc inventer les talons or. L'idée est que chaque banque devra avoir en or la valeur de l'épargne de ses clients. L'idée était de continuer à corréler le papier au métal. Je passe un peu les détails, mais retenez que suite à la mise en place du plan Marshall, on a fini par passer un peu partout dans le monde à l'étalon dollar. Et donc, une monnaie qui serait de nouveau purement fiduciaire. C'est en 1914 que Western Union crée la première carte de crédit. Mais à l'époque, celle-ci est réservée à une certaine clientèle et n'est utilisable que dans un certain réseau. Celle-ci n'est pas reliée au compte du client. Il reçoit à la fin du mois une facture qu'il devra payer. Diner Club va suivre avec des cartes de crédit, utilisables dans tous les commerces. Suivi peu de temps après par Bank of America et Mastercard, que vous connaîtrez sûrement aujourd'hui mieux sous les noms de Visa et Mastercard. Et l'Europe dans tout cela. Eh bien, cocorico, c'est la France qui va innover dans ce domaine, avec quelque chose que tout le monde connaît très bien, la carte bleue. Elle va inventer la puce électronique et le code PIN. Et oui, jusque-là, les gens passaient par bande magnétique et devaient signer à la main pour valider leurs transactions. C'est donc grâce à la France que l'on a pu passer à ce genre de cartes, des cartes de débit, et donc que l'argent est directement débité sur votre compte. Résumons. L'homme commence donc par le troc. En moins 3000 en Mésopotamie, au royaume d'Our, l'homme commence à utiliser le métal en guise de monnaie. En moins 560 en Lydie, Crésus crée le croséide, la première vraie monnaie, dans le but d'améliorer les recettes fiscales de son état. Parallèlement, la Chine reprend le même concept en partant de cauris, des petits coquillages, jusqu'à la création de pièces en métal trouées. Vers l'an 1000, ils inventent le jiaozi, le billet de banque, et donc avec la monnaie fiduciaire. Puis au XXe siècle, apparaissent les premières cartes bancaires avec Western Union. Puis en 1976, la France crée avec l'entreprise Carte Bleue les premières cartes à puce et à PIN et avec elles les cartes de débit. À moins que vous ne viviez dans une grotte, vous savez qu'au cours des dernières années, dans le monde de la monnaie, il y a eu une nouvelle avancée. Dans le mille et mille, en 2008, un homme, ou pas, Satoshi Nakamoto, crée la première monnaie numérique, la première crypto-monnaie, le Bitcoin. Une monnaie purement fiduciaire qui repose exclusivement sur la confiance de l'utilisateur en la blockchain.
Pour certains, technologie des pirates permettant de blanchir l'argent et de commettre des crimes en toute impunité. Pour d'autres, symbole d'émancipation des gouvernements et permettant une liberté nouvelle. Et voilà pour cette première vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'autres suivront bientôt. D'ici là, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, et surtout Twitch. Je suis en live tous les week-ends.